Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de te tourner cette vidéo parce que ça fait longtemps que je veux aborder ce sujet. Comment arrêter de faire l'éponge émotionnelle? Ça va être le sujet de cette vidéo. Je vais commencer par t'expliquer ce que c'est vraiment faire l'éponge émotionnelle et dans une deuxième partie, je vais t'expliquer les solutions que je pourrais te proposer pour que ça ne t'arrive plus, pour que tu ne tombes plus là-dedans. Et tant qu'on est là, si tu n'es pas déjà abonné à cette chaîne, je t'invite à le faire dès maintenant pour pouvoir avoir accès aux prochaines vidéos que je vais te proposer sur ces sujets et plein d'autres comme l'Ayurveda, la santé émotionnelle, la spiritualité, etc. Pense aussi à aller regarder dans la barre de description, il y a toujours plein de choses très intéressantes, des liens, des autres vidéos, des explications, etc. Parfois dans mes vidéos j'ai des références, donc n'hésite pas à aller voir la barre de description. On commence tout de suite. Donc dans le monde de l'hyper-empathie ou dans l'hypersensibilité, on parle beaucoup de faire l'éponge émotionnelle. Comme quoi, comme une image de passive un petit peu, qu'on absorbe un petit peu tout ce qui est présent. Sauf que ce qui me gêne un petit peu dans cette manière de parler, c'est que quand on dit faire l'éponge émotionnelle, c'est rarement pour le positif. Ça peut arriver que des personnes en parlent, mais souvent quand les personnes parlent de faire l'éponge émotionnelle, c'est qu'elles en souffrent, puisqu'elles n'absorbent que le négatif, entre guillemets. Or, une éponge, c'est passif, ça absorbe tout ce qui est présent, quoi qu'il arrive. Donc que ce soit positif ou négatif, elles vont l'absorber. Ce qu'on appelle, nous, en français, l'hypersensibilité ou l'hyperempathie, etc. L'hypersensibilité, de mon point de vue, est une très bonne chose, dans le sens où ça veut dire qu'on a un système de perception, un système de sensibilité qui nous permet de sentir les choses sur plein de plans, qui est très bon, qui est très subtil, qui est très, aiguisé, qui est très performant. Donc c'est pas une mauvaise chose d'être hypersensible. Le souci, c'est quand on ne sait pas l'utiliser, ou que ça vient la plupart du temps d'un traumatisme, d'une empreinte émotionnelle. Et ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise chose en elle-même, puisque c'est pas parce que quelque chose vient ou a été généré par un traumatisme dans le passé que c'est une mauvaise chose en soi. Je t'en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo de cette notion-là, parce que moi ça m'a beaucoup libérée de comprendre cette notion-là. Comme une de mes mentors aime bien le dire, on fait tous des choses pour des raisons géniales et des raisons de merde. Donc quand on a compris ça, on se dit bon, si je suis par exemple devenue pompier à l'âge adulte, c'est peut-être parce que j'ai perdu, je sais pas, un animal ou un proche dans le feu quand j'étais enfant et du coup j'ai envie de moi contribuer de cette manière. Je prends un exemple hyper bateau mais peu importe, c'est pour te montrer. C'est pas un problème que ce soit basé sur un traumatisme. Ça enlève pas le fait que cette personne va devoir développer du courage, va devoir développer de la force, de l'endurance pour devenir pompier et pour faire son travail. Donc c'est pas une mauvaise chose en soi. Le nombre de thérapeutes aussi qui deviennent thérapeutes parce qu'ils ont eu besoin de soins eux-mêmes en premier, je m'inclus dedans dans le sens où moi, ma conscience émotionnelle, il y a quelques années, elle était proche de zéro, donc forcément je me suis intéressée à ça. Et à force de m'y intéresser et d'accompagner d'autres personnes autour de moi, j'ai fini par le proposer et à en faire mon métier. Mais ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise raison de faire son métier. Donc, on revient à notre sujet. Si tu es hypersensible, que tu fais l'éponge émotionnelle très facilement, ça veut dire que probablement, c'est ton système qui a développé ça très très jeune pour te défendre contre quelque chose. L'hypersensibilité, c'est très utile pour être très connecté à ce qu'il y a autour de nous. Ça veut dire que si jamais on a besoin de réagir rapidement à quelque chose, quand on est hypersensible, on a un avantage parce qu'on voit les choses avant les autres ou on les perçoit avant les autres, parce que c'est pas que la vue. Et donc on se retrouve à dire que cette personne, elle me rend triste, elle me met en colère, etc., etc. Tu ne peux pas voir quelque chose à l'extérieur que tu ne connais déjà pas en toi. Ce qui veut dire, si tu es adepte de cette théorie qui est que nous sommes tous un, ce qui est l'essence même de la spiritualité védique et toutes les spiritualités même en général, si on est tous le un, qu'on est tous reliés, connectés, l'émotion de l'autre, c'est mon émotion. Le caractère de l'autre, c'est une part de moi. Je ne vais pas rentrer forcément dans le détail des parts ici, mais quoi qu'il arrive, l'extérieur est un miroir de qui tu es à l'intérieur, à des degrés différents, et c'est plus subtil que ça en a l'air, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a un serial killer devant toi que tu as un serial killer en toi, c'est plus subtil que ça. Mais dans tous les cas, si tu perçois ou si quelqu'un arrive à te mettre dans une émotion, c'est qu'il y avait déjà une graine pour ça. Il y avait déjà une capacité à générer cette émotion. Tu ne peux pas voir chez l'autre quelque chose que tu ne connais pas ou que tu ne vis pas en toi.
Et il est tout à fait possible de ressentir la tristesse d'une autre personne ou ressentir le désarroi, la colère d'une autre personne sans en être affecté soi-même. C'est tout à fait possible et c'est ce que j'aimerais inviter tous les hypersensibles à développer. C'est être capable de ressentir, percevoir toutes ces informations sans qu'elles soient délétères et qu'elles soient impactantes pour l'individu. Sinon, je passerais ma vie à pleurer, à me mettre en colère, etc. Parce que j'accompagne des personnes tous les jours en consultation qui pleurent devant moi, qui expriment de la colère, qui expriment de la joie, qui expriment de la tristesse, qui expriment de la peur. Ce qui veut dire que je vivrais toutes leurs émotions en permanence. Ce serait intenable, je ne pourrais pas vivre, clairement. Donc j'ai une capacité quand même à me connecter à leur émotion, à la percevoir, à être en empathie avec cette émotion. Mais elle ne va pas m'affecter moi dans le sens où je ne vais pas prendre leur émotion et me dire « Ah non, moi aussi je suis triste ». Il y a des jours où quelqu'un va dire quelque chose et ça va stimuler quelque chose en moi. Et en effet, je vais pouvoir être triste aussi, mais ça m'appartient. C'est tout à moi. C'est-à-dire que si j'avais quelque chose qui a été stimulé, il a fallu qu'il y ait quelque chose déjà en moi. Une graine, un bouton, peu importe comment on veut l'appeler. Donc la première chose que je veux t'inviter à prendre conscience par rapport à cette notion d'éponge émotionnelle, c'est que tu ne peux pas prendre quelque chose que tu n'as pas déjà en toi. Donc c'est pas les autres qui déteignent sur toi, qui te polluent avec leurs émotions. J'en parlerai dans une prochaine vidéo par rapport aux thérapeutes notamment. J'accompagne des futurs thérapeutes en Ayurveda qui avaient cette peur d'être affectés par les pathologies mentales, psychologiques de leurs clients, patients. Et c'est pas du tout mon point de vue, mais ce sera le sujet d'une autre vidéo. Donc très souvent, quand on est stimulé émotionnellement par l'extérieur, par d'autres personnes, c'est que ça vient toucher des empreintes émotionnelles en nous. Ça vient toucher des douleurs qu'on a déjà vécues et qu'on n'a pas forcément vécues pleinement. Parfois, on peut par exemple vivre nos émotions à travers l'autre, où on se dit « Oh, c'est l'autre qui est triste, c'est l'autre qui est en colère ». En fait, c'est nous, mais comme on ne s'autorise pas à le vivre, c'est l'autre qui va l'exprimer pour nous, entre guillemets. Et ça, pareil, je crois que ça sera une prochaine vidéo que je te ferai sur les vases communicants dans les relations et le lien entre les émotions de l'un et les émotions de l'autre. Ça m'a été demandé, donc j'en ferai une vidéo. Quel est le problème de faire l'éponge émotionnelle ? Le problème, c'est que ça t'empêche d'être empathique, réellement empathique. Faire l'éponge émotionnelle telle qu'on le dit, qui est de se faire envahir entre guillemets par l'émotion de l'autre, t'as compris que c'est pas l'émotion de l'autre, mais pour revenir à cette image-là, ça t'empêche, toi, d'être dans une position empathique, puisque la position empathique, c'est je suis prête à rester ou prêt à rester avec l'émotion que tu es en train de vivre. Sauf que si elle m'envahit complètement et que clairement c'est pas très confortable, il y a forte chance que j'essaye de fuir cette émotion ou de la régler cette émotion. Ce qui veut dire que je vais tout de suite chercher à donner une solution à la personne. Si je sens que cette personne par exemple est déprimée à côté de moi et que ça m'alourdit, ça me rend aussi déprimée, je dis oui non mais regarde, la vie elle est belle et puis il y a ça, et puis on a tel projet, et puis toi tu aimes bien faire ça dans la vie en vrai, c'est pas si terrible. Donc tu sors d'une posture empathique parce que c'est trop inconfortable de le vivre en toi aussi. Donc finalement, faire l'éponge émotionnelle, ça empêche une forme de réelle empathie. Et je te renvoie à ma vidéo sur... Je te la mettrai quelque part par là. Je te mettrai la miniature là et un lien qui parle de l'empathie dans la spiritualité et le fait de dire oui, c'est tout, la vie elle est toute belle, faut se connecter au grand tout. Au fond, tout est parfait, tout est fait pour se dérouler de cette manière-là. Bref, je vais pas refaire cette vidéo, je te la mettrai ici. Un autre souci quand on fait l'éponge émotionnelle, et tu dois t'en rendre compte puisque si tu en souffres entre guillemets, tu le vis au quotidien, c'est l'isolement. Si jamais j'ai l'impression que les autres peuvent me polluer sur le plan émotionnel et que moi c'est trop, j'en ai marre de vivre toutes ces émotions, j'en ai marre d'être triste toute la journée, j'en ai marre d'être en colère, j'en ai marre d'avoir l'impression de porter toute la douleur du monde, qu'est-ce qu'on fait ? On se coupe du monde. C'est moins douloureux, clairement. On se dit, bon bah au moins quand je suis seule, j'ai moins de problèmes, j'ai pas à ressentir les émotions des autres, c'est pas plus mal. Tu l'as bien compris, au final ça ne veut rien dire puisque le monde extérieur vient juste refléter ton monde intérieur. Donc si jamais tu t'isoles, tu vas juste gérer tes problèmes tout seul ou toute seule, mais ça ne les enlève pas dans le fond. Donc une chose que je t'invite à faire, c'est de te demander est-ce que tu es à l'aise avec le fait de vivre cette émotion de l'autre qui n'est pas la tienne. Par exemple, je perçois toute la douleur liée aux guerres dans le monde. Voilà. On va dire ça, on va se dire oui, c'est la misère dans le monde qui fait que j'ai cette sensibilité-là et
ça me touche tellement que ça vient à m'en faire pleurer tous les jours, etc. Est-ce que toi tu es à l'aise avec cette émotion de désespoir, de peur en toi? De une. De deux, est-ce que tu es à l'aise avec le fait qu'il y ait potentiellement ces émotions dans ton histoire qui aient eu un impact très important sur ta vie? J'avais parlé de ça dans ma vidéo sur le karma et sur les vies antérieures et le transgénérationnel. C'est beaucoup plus facile de mettre la cause sur une vie antérieure ou sur le fait de ressentir les émotions des autres plutôt que d'aller chercher dans sa propre histoire ce qui pourrait causer cette émotion-là. Encore une fois, revenir à l'empreinte qui génère l'émotion. J'ai des exemples comme ça en consultation de personnes qui se rendent compte qu'en fait, c'est pas une histoire de vie antérieure, c'est que dans cette vie-là, elles ont été abusées par un proche, et j'ai eu plusieurs cas comme ça. Sauf que c'est tellement douloureux d'accepter et de revoir cette empreinte qu'elles préfèrent leur système, c'est même pas conscient, c'est pas elles qui essaient de fuir ça, c'est que inconsciemment leur système les protège de ça et va leur dire non mais c'est une histoire de karma, c'est une histoire de vie antérieure, de toute façon c'était il y a 2-3 vies, t'as vécu ça, c'est pour ça que maintenant tu vis ça. C'est toujours plus facile de blâmer une vie antérieure parce qu'on peut pas faire grand chose pour cette vie antérieure. Alors que si on se va chercher dans notre propre vie, déjà on va potentiellement voir des choses qui sont pas très belles, qui sont difficiles à vivre, qui sont pas très morales, et ça c'est difficile. Ensuite tu peux te poser la question, en quoi c'est positif pour moi de prendre l'émotion des autres? En quoi ça me fait du bien? Là tu vas me dire, bah ça m'en fait pas, c'est pour ça que je regarde cette vidéo et que j'aimerais bien m'en débarrasser. Mais si tu le fais, c'est qu'il y a une bonne raison. Et je vais t'expliquer cette raison, en tout cas une raison, qui est très très souvent la raison. C'est que, comme je te l'ai expliqué, ton système il a développé cette mécanique-là de faire l'éponge, entre guillemets, d'être hypersensible, pour te défendre contre quelque chose. Te défendre contre quoi? Quand tu es enfant, tu as un environnement familial, surtout la famille particulier, qui fait que tu dois être en contact avec des adultes qui prennent soin de toi. Donc tu dépends entièrement de ces adultes-là. Particulièrement quand tu es très jeune, quand tu es un bébé par exemple. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu n'es pas connecté avec ces adultes d'une manière ou d'une autre, ça équivaut à je vais mourir. Si personne ne s'occupe de moi, je suis en insécurité, je ne peux pas manger, je ne peux pas me déplacer, me protéger, je vais mourir. C'est très inconscient, mais c'est le schéma intérieur qui est construit et qui te fait faire tout ce que tu fais aujourd'hui. Ce qui veut dire que si jamais dans ta famille, par exemple, tu avais une personne qui était un petit peu bipolaire, ou qui était un petit peu un jour avec, un jour sans, ou un jour je te critique, un jour tu es la plus belle fille du monde. Si tu avais ce genre de schéma-là dans ton entourage, dans ta famille, tu as développé un super outil qui s'appelle l'hypersensibilité, qui te permettait tous les matins de savoir dans quel mood était la personne en question. Par exemple, quand ta mère ou ton père, peu importe l'un ou l'autre, souvent c'est un des parents, rentre dans la pièce et que tu perçois tout de suite que cette personne elle est en colère, qu'est-ce que tu fais? Tu peux te protéger. Tu peux fuir la pièce. Tu peux dire, oh ben non, mais là je reste pas là parce que je sais très bien comment ça va se dérouler. Donc ton hypersensibilité, elle t'a permis de te protéger. Elle t'a permis d'avoir un capteur qui est tellement intense que tu sais tout de suite quand une personne rentre dans la pièce comment elle va. Et le souci, c'est que en tant qu'hypersensible, on utilise toujours notre sensibilité vers ce qui va me protéger. Donc, on oriente notre sensibilité vers le négatif, le source de danger. Si c'est ça qui t'a protégé dans ton enfance, parce que bon, clairement, on se protège moins d'une personne qui est joyeuse, mais voilà, si jamais tu avais constamment une personne dans ton entourage qui avait des accès de colère ou qui était déprimée, qui avait ces changements en fait, qui étaient instables dans son humeur et que ça impactait ton quotidien, parce que clairement ça peut aller jusqu'à s'il est en colère il va me frapper, ou s'il est en colère il va me crier dessus, ou s'il est en colère ou si elle est triste ou en colère, elle va pas me parler, je vais être isolée, elle va pas me regarder, mes besoins ne seront pas remplis, ce genre de choses là. Donc ce qui va se passer, c'est que en tant qu'adulte, tu vas constamment utiliser cet outil de connexion, de détection, vers le négatif, vers le source de danger. Sauf que ton outil de détection et d'hypersensibilité, il est aussi efficace sur tout ce qui est positif et nourrissant pour toi. Donc tu peux l'utiliser pour regarder la beauté du ciel, regarder une fleur, regarder une personne et te connecter à une personne qui, elle, va très bien et se sent très bien. Et utiliser ce côté éponge, entre guillemets, pour t'imbiber
de cette énergie-là plutôt que de t'imbiber de cette énergie de danger. Donc tu vas prendre conscience progressivement, quand tu rentres dans une pièce, quelle est la première chose que tu perçois? Quelle est la première personne que tu perçois? Par exemple, quand tu vas être dans une réunion de groupe ou dans un lieu public, quelles sont les premières personnes que tu repères? Souvent, les premières personnes qu'on repère, c'est les personnes qu'on perçoit comme une forme de danger. Donc c'est une explication notamment à pourquoi est-ce qu'on se concentre beaucoup sur le négatif ou sur ce qui est dangereux quand on est hypersensible. C'est la raison, c'est-à-dire que ça t'a protégé il y a un certain temps. Donc, on va passer à la deuxième partie de cette vidéo sur les solutions. Qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Qu'est-ce qu'on fait du fait d'être une éponge émotionnelle? On n'arrête pas d'être une éponge, entre guillemets. On n'arrête pas d'être hypersensible. Ce serait dommage de se couper de cet instrument hyper perfectionné. Ce qu'on fait par contre, c'est qu'on a une hygiène émotionnelle, pas irréprochable, mais très bonne. Par exemple, quand on sait qu'on est sensible au niveau digestif, on ne mange pas n'importe quoi, on fait en sorte d'être bien reposé pour mieux digérer, on va marcher après un repas, on fait en sorte aussi de ne pas trop parler pendant le repas, de ne pas vivre d'émotions fortes quand on mange. Donc on va avoir toute une hygiène qui va nous permettre de mieux digérer. Sur le plan émotionnel, c'est la même chose. Si je sais que je suis stressée par un trajet, par une réunion, par un rendez-vous, je vais pouvoir me préparer, par exemple faire en sorte d'avoir une bonne nuit de sommeil, faire en sorte d'avoir de la musique dans la voiture quand je me rends au rendez-vous parce que ça m'apaise, avoir pris le temps de faire des choses qui me font du bien, etc. etc. C'est ça qui va t'aider au quotidien à développer une forme de sensibilité qui est à ton service et qui n'est pas à tes dépens. Et pour ça, sur l'hygiène émotionnelle, je vais bientôt, s'il n'est pas déjà créé quand tu regardes cette vidéo, créer un programme sur justement l'hygiène émotionnelle au quotidien, par l'Ayurveda et par les empreintes émotionnelles notamment. Donc ce sera un programme dans lequel tu verras tous les outils que j'utilise ou presque pour prendre soin de toi au quotidien sur le plan mental, psychologique. Et bien sûr, tu auras tous les liens dans la description de cette vidéo si le programme est déjà sorti et s'il est en cours de construction. Ensuite, augmenter ta capacité à ressentir et à être à l'aise avec toutes les formes d'émotions. Il y a toujours des émotions avec lesquelles on est plus à l'aise que d'autres. Je les appelle les émotions couverture. Par exemple, on peut utiliser la tristesse pour cacher la colère, ou on peut utiliser la colère pour cacher la peur. Donc ça, c'est des émotions couverture. C'est plus acceptable en tant que femme d'exprimer de la tristesse que de la colère. Donc souvent, les femmes vont exprimer cette émotion-là plus que la colère. Donc si j'augmente ma capacité à ressentir, si par exemple j'augmente ma capacité à ressentir la colère en tant que femme, ça va être beaucoup plus facile pour moi de la voir à l'extérieur et de ne pas être affectée par elle, de ne pas être débordée par cette colère parce qu'elle me fait moins peur. Quand on a peur de la colère de quelqu'un d'autre, c'est qu'on en a peur aussi en soi. Ensuite, tu l'as bien compris, troisième conseil, porte ton attention sur ce qui te fait te sentir en sécurité. Si par exemple tu es dans un endroit avec beaucoup de monde, que ça te rend anxieux, anxieuse, ou que tu sens la tristesse du groupe ou la colère du groupe, essaye de voir, ok, qu'est-ce que j'ai envie de ressentir en moi? Est-ce que j'ai envie de ressentir de la paix? Est-ce que j'ai envie de ressentir de la sécurité? De la joie? Est-ce que c'est ok pour moi de vivre de la colère là tout de suite? Et j'ai envie de me connecter à cette énergie parce qu'elle me donne de l'énergie à moi et elle va me permettre d'avancer sur mes projets par exemple. Parce que la colère, c'est aussi une émotion qui peut être très positive quand elle est bien utilisée. Est-ce que moi aussi j'ai envie de vivre la tristesse parce que ça va me permettre de faire un deuil, d'évacuer, de me nettoyer d'un point de vue profond au niveau émotionnel? Donc tu peux choisir ce que tu veux ressentir et te connecter à ce qui va t'aider à ressentir cette émotion-là en toi. Ensuite, travailler sur les empreintes émotionnelles reliées aux sentiments de sécurité. Parce que l'hygiène émotionnelle et porter ton attention sur ce qui va te nourrir, ce que tu veux en toi, c'est bien. Mais ça peut vite être utilisé comme un pansement sans qu'on adresse vraiment la cause, la blessure en dessous du pansement. Se concentrer sur la blessure et soigner la blessure en dessous, c'est adresser les empreintes émotionnelles. Donc ça veut dire revisiter parfois des choses difficiles, des émotions difficiles, pour comprendre un peu d'où elles viennent. Pourquoi quand je vois telle chose arriver à l'extérieur, ça me stimule en moi constamment. Ou par exemple, à l'arrivée des fêtes de fin d'année, je tourne cette vidéo en novembre, donc c'est dans le thème. Pourquoi quand à table on évoque encore le sujet de l'alimentation ou la politique ou etc. ça me met dans tous mes états. Et j'avais fait une autre vidéo là-dessus d'ailleurs que je te remettrai aussi pareil ici. Mais te poser vraiment cette question-là. En quoi ce qui se passe à l'extérieur ça m'affecte moi? Et ensuite pour traiter l'empreinte c'est plus compliqué, comment dire, si t'as pas l'habitude c'est pas évident, mais la première chose à faire c'est ressentir. Ressentir pleinement ce que ça fait en moi.
Donc plutôt que de serrer les dents et dire bon ça va passer, ce repas de famille va se terminer au bout d'un moment, c'est s'isoler, prendre un temps pour toi et vivre ce qu'il y a à vivre. Écrire. Bah là ça m'a rendu comme ça m'a fait penser à ça. D'ailleurs ça me fait penser que il y a 10 ans quand j'ai vécu ça et ça et ça et ça, tu peux laisser l'émotion te guider aussi. Ensuite, moi en consultation, ce que j'utilise, c'est des techniques de visualisation, des techniques de suggestion d'archétypes qui vont permettre de guérir l'empreinte, entre guillemets, d'une manière profonde. Mais là, je ne peux pas rentrer dans le détail de cette vidéo, peut-être dans une prochaine vidéo ou dans le programme qui va bientôt arriver, puisque ce sera un des modules du programme. Ensuite, tu peux te demander avec qui je faisais le plus l'éponge quand j'étais petite ou petit. Dans mon enfance, de qui je percevais le plus l'émotion, à qui j'étais le plus connectée au niveau émotionnel. Ça va t'aider à comprendre de qui tu essayais de te protéger sur le plan émotionnel. Ce qui ne veut pas dire que cette personne était malveillante envers toi, qu'elle était mauvaise ou quoi que ce soit. J'ai beaucoup de personnes qui me disent « mais moi j'ai des parents très aimants, qui sont très gentils avec moi, j'ai une très bonne enfance ». Ça n'empêche pas. Tu peux avoir une très bonne enfance, des parents très aimants, mais sur le plan émotionnel, si eux par exemple n'étaient pas du tout connectés à leurs émotions, bah c'est pas très rassurant pour toi en tant qu'enfant puisque toi tu perçois encore plus. Les enfants sont très hypersensibles justement. Et enfin, tu peux te poser cette question, quand je ressens l'émotion de quelqu'un d'autre, qu'est-ce qui vit l'émotion en moi? Et quand je dis qu'est-ce qui, c'est quelle part, quel aspect de moi? Est-ce que quand je vis cette émotion de l'autre, ça peut être un enfant qui vit ça en soi, ça peut être un vieillard, ça peut prendre la forme d'une adolescente, ça peut prendre plein de formes différentes. Et en quoi cette émotion, elle m'appartient au final? Si par exemple tu te dis moi je capte beaucoup la détresse du monde, en quoi moi je suis désespérée, en quoi moi je vis de la détresse. Ça peut être dans ton présent ou ça peut être dans ton passé. Voilà, j'espère que cette vidéo non exhaustive, puisqu'il y aurait plein d'autres choses à aborder sur ce sujet, mais je voulais vraiment te donner cette perspective-là que ton hypersensibilité ou faire l'éponge, ça n'a pas besoin de te faire souffrir. Tu peux très bien l'utiliser comme un outil extrêmement puissant, extrêmement aiguisé, pour justement te faire du bien au quotidien. Ou utiliser ces émotions dites négatives, que moi j'aime pas appeler comme ça, elles sont désagréables parfois, mais elles sont très utiles, pour justement utiliser leur énergie. La colère, encore une fois, elle te propulse, elle te permet d'avoir beaucoup d'élan pour faire quelque chose. La tristesse, elle te permet de rentrer à l'intérieur et de nettoyer. La peur, elle va te permettre de nettoyer aussi d'une certaine manière. Il y a plein de manières d'évacuer les émotions et de les vivre, et c'est quelque chose que je suis à cœur de te partager et à te transmettre ici en consultation, dans les programmes, etc. Parce que de une, ça a changé ma vie. De deux, ça change la vie de nombreuses personnes que j'accompagne depuis maintenant plusieurs années. Et c'est incroyable de voir que tu as le pouvoir sur ton esprit, tu as le pouvoir sur tes émotions, tu as le pouvoir sur ce que tu ressens. Tu n'as pas besoin de te dire « bon, ça va comme un lundi, je sais pas comment ça va aller à la fin de la journée, mais bon, c'est comme ça. Peut-être que demain, ce sera mieux. » C'est un peu comme si on faisait comme si notre santé émotionnelle, c'était la météo. On parle beaucoup de météo intérieure. La météo intérieure, tu peux l'impacter. Météo extérieure, un peu moins. Mais la météo intérieure, tu peux. Et c'est ça que j'ai à cœur de te partager sur cette chaîne, sur Instagram, dans ma newsletter, à laquelle tu peux t'inscrire d'ailleurs. Je te mettrai le lien en description. C'est une newsletter qui est très chouette, qui arrive tous les jeudis, qui te partage des bouts de vie de ma part ou des expériences qu'ont vécues les personnes que j'accompagne et comment ça se relie avec les outils dont je te parle sur cette chaîne. Je te retiens pas plus longtemps, je te remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à me suggérer des thèmes de vidéos si jamais il y a des choses que tu veux que j'aborde en particulier sous celle-ci en commentaire. N'hésite pas aussi à interagir avec moi sur les différents points que j'ai abordés si jamais tu as un point de vue différent, bien sûr avec bienveillance et tact. Si tu es d'accord et que tu veux partager ton expérience, si tu veux avoir un débat, peu importe, c'est l'espace commentaire qui est fait pour ça. Je te remercie encore une fois d'être là, je te souhaite de prendre bien soin de toi et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo.